Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la photo animalière, les océans et plus généralement l'état de notre planète. Nous sommes en Haute-Marne, à Montier-en-Der, avec le président de l'AFPAN, Laure Vert, l'association organisatrice du Festival international de photos animalières et de nature, dont la 22e édition se déroulait du 15 au 18 novembre 2018. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Régis Fournel, bonjour. Oui, bonjour. Régis Fournel, 22e édition de ce festival international photo ici à Montier-en-Der. Et oui, cela ne nous rajeunit pas. Mais en 96, quand on a créé le premier salon, on n'aurait pas parié beaucoup pour penser que ça allait durer 20 et 30 ans et surtout atteindre le niveau et la réputation qu'a le festival maintenant. Oui, parce que la dimension internationale, elle n'est pas que sur l'affiche, aussi bien du point de vue des exposants que des visiteurs. Exactement. Le côté international est bien sûr évident au niveau des photographes qu'on invite et qu'on choisit en fonction du thème de l'année. Et les étrangers, notamment les pays limitrophes, il faut bien le reconnaître, les gens ne traversent pas forcément le monde pour venir à Montier, mais on a de nombreux Belges, Italiens, Suisses, les Espagnols qui sont très friands de photos animalières et de nature. Combien d'exposants à Montier-en-Der ici au festival photo Régis Fournel et combien de visiteurs? Donc, la particularité du Festival de Montier, c'est de présenter toute la filière photo en partant de toutes les grandes marques et du matériel spécifique à la photo nature pour arriver aux expositions en passant par les labos, les magazines, les agences de voyage. Ce qui fait quand on ajoute tout ça, on a 250 exposants qui nous permettent d'accueillir autour de 40 000 visiteurs. Et la meilleure année, je crois, 44 000 festivaliers. Vous parliez tout à l'heure de thèmes, tous les ans un autre thème. Comment faites-vous, Régis Fournel, pour choisir ce thème et puis aussi pour sélectionner les exposants? Parce que pour un photographe, être présent, être exposé au Festival Photo de Montier-en-Der, c'est en quelque sorte une consécration. Et puis il y a évidemment énormément de monde, mais peut-être pas non plus de la place pour tout le monde. Effectivement. Donc pour le choix du thème de l'année, on est un peu guidé par le thème au niveau mondial. Comme cette année, c'était les océans qui étaient un sujet international, ainsi que les récifs coralliens. Donc on a engagé une partie du festival au cours de l'eau, sur le thème de l'eau, en partant des sommets, notamment le Tibet avec Vincent Munier, et pour aller jusqu'aux grandes profondeurs des océans. Alors le choix des photographes, donc une fois qu'on a ce thème, on va à la recherche des photographes qui nous apportent une notoriété suffisante en tête d'affiche, comme les parrains. On avait Jacques Perrin, qui malheureusement, le cinéaste, vous connaissez bien, qui malheureusement est tombé malade, a été hospitalisé la veille de Montier. On le connaît surtout pour être le réalisateur, notamment d'Océan. Et puis des migrateurs. Peuple migrateur, Microcosmos, etc. Donc pour nous, c'était vraiment une figure emblématique qu'on attendait depuis un moment, mais malheureusement, il a des soucis de santé, notamment depuis 2-3 mois, et plus particulièrement la veille du festival. Donc une fois qu'on a trouvé nos têtes d'affiche, on fait un appel comme tous les ans. Les photographes ont l'habitude, ils envoient leur dossier qu'on doit recevoir avant le 31 janvier de l'année suivante. Et on fait un comité de sélection fin février, début mars. Un comité de sélection qui est composé de quelques membres de l'AFPAN, mais surtout de photographes ou de naturalistes étrangers à l'association, ce qui nous permet d'avoir une objectivité dans le choix des photographes. L'AFPAN étant l'association qui organise précisément ce festival. Il faut le rappeler, Régis Fournel, c'est un festival organisé entièrement par des bénévoles, même si l'association a quelques salariés.
mais il est porté par des bénévoles et ce sont plus de 350 bénévoles qui œuvrent ici sur ce festival qui se prépare au moins une année à l'avance. Comme je vous l'ai dit, les thèmes, on les a un an à l'avance, donc on commence à travailler effectivement un an à l'avance. Et après, ça s'enclenche toute l'année. Il faut déjà faire le bilan de l'exercice. Et après, il faut trouver les financements, les partenaires, ce qui est de plus en plus compliqué, notamment au niveau des partenaires publics, bien qu'on soit bien suivi, que ce soit par la région, les départements ou l'agglo de Saint-Dizier, Blaise et l'Air. À propos de budget, Régis Fournel, quel est le montant du budget d'un tel festival? Alors notre budget il est plutôt un petit peu à la baisse depuis 2 ans parce qu'on fait des sources d'économie. Et on est à 750 000 au maximum et là on est à 720 000. Et ça constitue aussi, ce festival, des retombées économiques intéressantes pour les acteurs locaux. Les retombées me paraissent énormes, déjà au niveau de la notoriété, de l'image, parce qu'au niveau du département, on est le premier, quand on évalue les contre-valeurs publicitaires par tous les articles qui sont publiés sur le festival, on est de loin le premier événement de la Haute-Marne, même avant Langres, avant Colombier les deux églises, avant tout ça. Quand on retombait plus financière, pour être plus terre à terre, on a fait une étude il y a 2 ans qui montrait qu'il y avait 4 700 000 euros de retombées directes avant, pendant et après le festival. La nature et le festival est un acteur économique important ici autour du lac du Der. Régis Fournel, tous les ans, les affiches, les supports de promotion, de présentation du Festival international photo animalière et de nature changent, bien sûr. Cette année, vous avez choisi, délibérément j'imagine, la photo très forte d'une tortue marine prise dans des filets. Alors, je disais, c'est une image forte. D'abord, pourquoi ce choix? Et est-ce que ce choix traduit une évolution dans le concept même du festival? Donc montrer des belles images et des belles photos, c'était à l'origine l'objet du festival. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne suffisait plus, et y compris les photographes, qu'on appelle maintenant des éco-photographes en fait, parce qu'ils sont les premiers témoins de la dégradation des biotopes, des environnements, de l'environnement. Ce sont des lanceurs d'alerte en quelque sorte. En fait, ils deviennent des lanceurs d'alerte. Et notamment ce jeune photographe espagnol a un sujet tout particulièrement sur la dégradation de l'habitat et des espèces c'est pas loin, c'est entre les Baléares et l'Espagne, donc tout près de chez nous, à nos portes. Donc le festival s'est résolument engagé. On avait déjà des sujets tous les ans sur cet engagement-là. Mais cette année, on a voulu le marquer à 2 niveaux, par le choix de l'affiche et en changeant nos statuts. C'est-à-dire que l'objet de l'association était la création d'un festival photo animalière. Et cette année, on a rajouté le développement et l'éducation à l'environnement et au développement durable. Qu'est-ce que ça change, Régis Fournel, justement ce changement d'objet dans la fréquentation? Parce que j'imagine que les naturalistes, les photographes purs et durs, ceux qui sont obsédés par le beau cliché, sont peut-être plus éloignés du côté du débat social, mais peut-être aussi que ça va vous apporter un autre public qui se sent aujourd'hui de plus en plus concerné précisément par ce débat social. C'est certain, je pense que, mais compte tenu qu'on a une centaine de photographes exposés, plusieurs sites, il y a toujours la place pour les photographes, j'allais dire purs et durs, les amoureux de l'affût du petit matin, et qui sont vraiment des passionnés et qui passent des centaines d'heures à l'affût dans toutes les conditions pour capter un beau chat sauvage, mais ce qui est très respectable. Et on a de beaux sujets là, sur un sujet tout simple comme le martin pêcheur, mais qui représente un travail colossal. Donc ces photographes-là ont toute leur place à Montier. Mais par contre, l'ouverture aux problématiques environnementales nous apporte effectivement un nouveau public. Et on le voit à travers les tables rondes, où il n'y a plus assez de place pour, même aujourd'hui qu'il y a moins de monde le samedi, avec les blocages sur les routes, les conférences et les tables rondes sont vraiment bondées. Tout à l'heure, j'ai assisté à la conférence de Nicolino, Fabrice Nicolino, sur son opération Nous volons des coquelicots,
et qui est un sujet assez engagé, on peut Pour le dire. moins, et d'actualité. Et la salle était pleine, un sujet d'actualité. Est-ce que ça Et veut la dire... salle était pleine, on avait même invité les agriculteurs pour nouer le dialogue. Alors justement, est-ce que ça veut dire, Régis Fournel, que le Festival de Montier-en-Der devient d'une certaine manière une plateforme politique au sens respectueux et noble du terme? On a voulu toujours être au cœur du débat sans se positionner. C'est peut-être un peu une faiblesse ou je sais pas, une lâcheté, mais je pense pas. Je pense qu'on veut que les gens arrivent à se parler et à se rencontrer. Donc les chasseurs arrivent à se rencontrer avec les antichasses. Là, on va voir avec Nicolino Fabrice, qui est très engagé. Il va avoir une table ronde avec les jeunes agriculteurs, qui restent sur des positions bien campées aussi. Et pour nous, c'est vraiment l'objet de notre festival. On va vous laisser retourner vous occuper de vos nombreux invités, exposants et si bénévoles bien sûr, et les visiteurs. Régis Fournel, merci, on se retrouve un peu plus tard. Merci. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même, cette terre est juste de passage, pour flatter votre ego de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, Elle est cynique. et tellement plus économique. On le connaît, l'air du plastique, c'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent. Ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans. 100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, Elle est cynique. Et tellement plus économique. Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage, pour flatter votre ego de passage. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au 22e Festival international photo animalière et de nature à Montier-en-Der, dont le thème cette année porte sur les océans. Et on s'arrête ici sur le stand de Stéphane Granzotto. Bonjour. Bonjour.
Stéphane Granzotto, vous êtes réalisateur de nombreux documentaires animaliers et vous présentez aujourd'hui votre presque dernier ouvrage, Cachalot, un magnifique livre précisément sur les cachalots. Vous êtes présent régulièrement ici au Festival de Montier-en-Der? Oui, présent quasiment toutes les années déjà présent toutes les années en tant que visiteur déjà, puis amateur de belles images, parce que c'est vraiment un lieu où il faut se rendre pour ça, pour voir du beau et pour voir la nature. Et puis en tant que participant, exposant, c'est la deuxième fois que je présente une expo. Alors cette exposition présente précisément des images magnifiques de cachalots. Les lieux de prise de photos, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on travaille quand on fait des sujets comme le cachalot? C'est peut-être probablement plus compliqué peut-être que certaines autres espèces. Le cachalot, déjà c'est un animal mythique, puisque en fait il renvoie à l'imaginaire collectif, à Moby Dick, à la baleine tueuse qu'on a tous en tête. Et puis c'est un animal qui, on lui a forgé une image dure et effrayante. Et en fait c'est tout le contraire. C'est un animal qui est très pacifique, accueillant et bienveillant. Mais encore faut-il pouvoir le trouver et puis être à ses côtés. Jusqu'en 1982, on a chassé et on a massacré partout sur les océans les cachalots. Ce qui a entraîné de leur part, évidemment, une attitude de défiance et de fuite totale envers l'homme. Donc, pour les approcher, il faut aller au-delà de cette peur qu'ils ont de nous. Et c'est ça qui est difficile, en fait. On peut voir des cachalots passer en surface, on peut se mettre à l'eau et ils vont nous éviter. Et puis, il se trouve qu'il y a quelques années, par le biais d'amis qui travaillent à l'île Maurice, puisque c'est là qu'ont été faites ces photos, une association qui s'appelle la MMCO, et par l'intermédiaire d'un plongeur professionnel qui s'appelle Hugues Vitry, nous avons entendu de sa part des récits, et puis nous avons vu des photos qu'il faisait de cachalots avec une grande proximité, parfois des interactions. Et donc du coup, avec des amis cinéastes, photographes et scientifiques, on a décidé d'aller voir et puis de s'intéresser à ce groupe d'animaux. Et effectivement, on peut dire que sur la côte ouest de l'île Maurice se trouve un clan de cachalots qui est sédentaire déjà, puisqu'on peut le retrouver d'année en année, et c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout un groupe d'animaux qui nous tolère, qui nous accepte dans une grande proximité. Stéphane Granzotto, vous êtes photographe, réalisateur de films documentaires. Quand on est comme vous, comme ça, en contact direct avec, par exemple, ces grands animaux, les cachalots, est-ce qu'on est plutôt d'abord photographe, réalisateur, ou d'abord naturaliste? Et est-ce que, en tant que photographe animalier ou documentaire animalier, on a nécessairement une fibre de protection? En ce qui me concerne, la réponse est claire, c'est oui. Pour d'autres, je ne sais pas, mais j'ai quand même un avis. C'est-à-dire que je pense que oui, tous les photographes qui sont ici présents ont cette fibre naturaliste. Pour la plupart, ce sont d'excellents même naturalistes. On ne peut pas prétendre observer et être pertinent, observer des animaux dans leur milieu et être pertinent dans les observations, donc dans les photographies qu'on va faire et les retranscrire auprès du public sans être un peu un connaisseur quand même. Et du coup, moi... Pour autant, est-ce qu'on a envie de s'engager dans la protection de la faune ou de la flore, ou en l'occurrence ce sont les cachalots, mais j'imagine aussi d'autres sujets. Est-ce que pour autant on devient forcément protecteur de l'environnement? Voilà, c'est ça le sens de ma question. Moi, en ce qui me concerne, c'est sûr qu'à mon modeste niveau, oui, j'essaye le plus possible de faire attention et d'être respectueux des animaux et des espèces que j'observe et que je photographie. Après, la frontière est vraiment ténue entre la photo de nature et le militantisme. Je pense qu'on franchit facilement cette frontière et qu'il faut la franchir. Alors, vous êtes ici à votre stand pour présenter votre dernier ouvrage Cachalot. Les gens qui viennent vous voir sur votre stand, est-ce que vous pensez que la présence de vos magnifiques photos ici impacte le public? Est-ce qu'il y a un échange au-delà de la qualité photographique aussi sur votre connaissance des cachalots, votre implication dans leur protection?
Alors j'espère que ça marque les esprits et puis on fait tout pour que les photos, enfin je dis on, les photographes de nature, on fait tout pour que les photos aient un impact sur le public, un impact positif dans le sens où en montrant la beauté, on espère toujours qu'on va créer de la sensibilité, on va sensibiliser à la protection, à la fragilité des milieux. Comme le disait Vincent Munier dans son discours d'inauguration, ça ne suffit plus, c'est sûr que je ne veux pas reprendre les paroles de Vincent. Mais c'est évident que montrer du beau, ça ne suffit pas. Là, il faut agir et c'est la raison pour laquelle on vient ici et la raison pour laquelle il y a des gens comme l'association Longitude 181 qui fait partie prenante de cet immense travail sur les cachalots. Ils ont ce côté militant et ils sont là pour sensibiliser et mettre en place des choses concrètes pour étudier, pour préserver les milieux, là en l'occurrence les milieux marins. Après, il faut, voilà, on essaye. Après, l'impact sur le public, j'espère qu'il est là. Les retours, ils le sont en tout cas, ça c'est évident. Les gens viennent vers nous et nous posent énormément de questions qui sont très pertinentes. Ils posent les bonnes questions, ça les interroge vraiment. Est-ce que vous ressentez, Stéphane Granzano, précisément, vous qui est là depuis déjà quelques années, une évolution précisément dans l'attente du public? Est-ce que le public change? Non, je ne pense pas que le public change. C'est toujours aussi chaleureux, sincère. Il y a autant de curiosité, d'admiration, de fascination. Moi, je suis toujours vraiment touché que les gens nous disent mais c'est beau ce que vous faites. Il y a une grande demande et puis les gens communiquent vraiment là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un retour. Ça fait du bien aussi. Et en même temps, Stéphane Granzotto, vous êtes documentariste, donc producteur, réalisateur plutôt de documentaires naturalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore vivre de ce métier-là et est-ce que les chaînes de télévision ont encore des créneaux possibles pour diffuser des documentaires comme les vôtres? Alors, moi j'ai les deux casquettes. J'ai la chance d'être réalisateur de documentaires pour les diffuseurs français et étrangers. Alors des documentaires purement animaliers en France, il s'en produit très peu. Les diffuseurs sont peu nombreux, les cases documentaires sont peu nombreuses elles aussi, donc du coup voilà, c'est un petit marché entre guillemets. Il existe néanmoins, cependant j'ai l'impression que le documentaire animalier pur, on l'a un peu laissé aux anglo-saxons et que nous en France on fait différemment les choses. Voilà, après je ne sais pas à quoi c'est dû, on a vu aussi une évolution de ça et il est possible d'en vivre et aussi de vivre cette passion. Pour la photo, j'ai l'impression que c'est très difficile. Ce qu'on constate, c'est qu'on vit dans une société qui est une société d'images. Jamais les images n'ont été aussi présentes et vénérées partout. On voit sur les téléphones, partout sur les tablettes, on voit de l'image et elle n'a jamais été autant dévalorisée d'un point de vue marchand et elle n'a quasiment plus de valeur, cette image, ou très peu. Il y a des agences et des magazines qui se battent encore pour lui donner une juste valeur, mais voilà, on entend sans cesse des images vendues à très bas coût, des images piquées ça ou là sur le net. Voilà, donc ça je pense que pour les photographes de nature, c'est vraiment très très difficile d'en vivre à l'heure actuelle, malheureusement. Quel est le statut aujourd'hui du cachalot dans le monde? Alors le statut du cachalot dans le monde, il est un petit peu mieux que celui du photographe animalier, mais guère mieux. Il y a quelques années, en 1982, il y a eu un moratoire qui a interdit la chasse du cachalot, heureusement, puisque ces populations étaient presque réduites à néant. On estime à 300 000 le nombre d'individus sur la planète, alors qu'il y avait plus d'1 million, plusieurs millions probablement auparavant. Donc on l'a chassé pendant des siècles, pour la graisse, pour son huile, pour d'autres choses, et on s'est acharné à décimer ces populations.
Et là, à l'heure actuelle, on les laisse en paix, on les laisse tranquilles, mais malheureusement, ils ont bien d'autres problèmes et dangers à affronter. La surfréquentation des mers par les bateaux, les plastiques, les métaux lourds, la raréfaction aussi de leur proie et de la ressource alimentaire pour eux. Donc c'est compliqué, mais ça va mieux que par le passé. Néanmoins, Stéphane Granzato, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses changent enfin? Au niveau des cachalots, au niveau des mers? Au moins au niveau des cachalots et d'une façon générale au niveau des mers, bien sûr. Je vais parler comme un citoyen lambda à mon modeste niveau. Je ne peux pas donner des solutions, mais bon, c'est du bon sens. Déjà, si on arrêtait les pesticides, les plastiques, la pêche, la première chose, c'est éviter, arrêter la chasse baleinière. Elle n'a plus aucun intérêt, plus aucun objet, plus aucun sens. Elle en a eu peut-être par le passé, maintenant c'est une ineptie, donc arrêtons tout ça, c'est tout simple, hein. C'est une décision à prendre, ça se fait du jour au lendemain. Nous sommes toujours au 22e Festival international photo animalière et de nature qui se déroule depuis maintenant, donc 22 ans bien sûr, ici à Montier-en-Der, aux proximité immédiate du lac du Der. Et cette année, du 15 au 18 novembre 2018, le thème cette année, ce sont les océans. Et pour en parler avec nous, Patrice Bureau, bonjour. Bonjour. Patrice Bureau, vous êtes le président de l'association Longitude 181.org. Là, pour le coup, c'est votre site internet. En même temps, derrière vous, sur votre stand, une affiche « Pas de requin dans mon assiette ». Oui, pas de requin dans mon assiette. Pour la bonne et simple raison que nous sommes investis depuis un certain nombre d'années dans la protection des requins de Méditerranée. Souvent, les gens ignorent qu'il y a des grands requins en Méditerranée et ignorent surtout que 18 d'entre eux sont des espèces classées menacées par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. On n'arrive pas à obtenir des politiques, des décisions franches et arrêtées sur la protection de ces requins. Pourquoi ? Pour des raisons de lobby ? Pour des raisons de lobby, oui. Et pour des raisons de frilosité touristique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie qu'on parle trop des grands requins par peur de panique touristique sur nos plages. Ce qui est une hérésie totale, bien entendu, puisque le requin peut être au contraire un atout touristique. On le connaît bien, nous plongeurs, puisqu'on fait des milliers de kilomètres pour aller plonger avec eux. Alors, pas de requin dans mon assiette, c'est tout simplement pour inviter le consommateur à être acteur de ce changement, puisque le politique ne veut pas y aller, et de dire, moi je m'engage à ne pas manger de requin, tout simplement. Alors vous me direz, mais c'est évident, on le voit sur l'étiquette. Tous les jours. Voilà, on le voit sur l'étiquette, donc on n'achète pas. Eh bien, pas forcément. Savez-vous que la saumonette cache 3 espèces potentielles de requins, la petite roussette, la grande roussette et l'immiscole commune, qui sont des espèces de requins. Alors souvent les scientifiques et les pêcheurs nous disent « Oh, c'est des petits requins, il y en a beaucoup. » En fait, c'est une manière de noyer le poisson. J'allais vous le dire. Et nous sommes plongeurs
Et quand on reprend des carnets de plongée anciens, ou même là, j'ai eu le témoignage sur le festival il y a 2 jours d'un plongeur vénérable, on va dire, vu son âge, qui me disait « Mais moi, quand je plongeais il y a 30 ans au Goude à Marseille, il y en avait plein des roussettes. » Moi, qui suis aussi plongeur, depuis 10 ans, je plonge au Goude à Marseille. Il n'y en a plus, je n'en avais jamais vu, j'en ai encore jamais vu. D'accord ? Donc, le témoignage, là, est clair, net et précis. On constate, on n'invente pas. Ce n'est pas l'utopie d'écologistes. Il n'y en a plus à cet endroit-là. D'accord ? Donc, couper court à cette consommation fera que il n'y aura plus de nécessité de commercialisation, donc plus de pêche, et à ce moment-là, on préservera ces espèces. Cette campagne, Patrice Bureau, pas de requin dans mon assiette, vous espérez obtenir un vaste écho grâce aussi à un réseau de partenaires? Oui, tout à fait. Alors, on agit pour l'instant sur le consommateur pour montrer ensuite à des professionnels, restaurateurs, distributeurs, cantines, restauration scolaire, voilà, qu'il y a une demande du consommateur d'arrêter ce type de consommation. De consommation responsable. Voilà, d'aller sur une consommation responsable. Donc nous sommes en train de créer sur notre site internet, à l'onglet requin, une liste positive d'établissements, de professionnels qui s'engagent. On y verra petit à petit apparaître des restaurateurs, des établissements scolaires, certains ont déjà signé, d'accord, des poissonneries, des enseignes de grande distribution, pour aller dans le positif. On ne met pas au pilori ceux qui continueront à en vendre, c'est légal, d'accord ? Mais on indiquera aux consommateurs ceux qui se sont engagés pour aller dans le même sens qu'eux, tout simplement. On a entendu tout à l'heure Régis Fournel, le président de l'association qui organise ce festival international, nous expliquer une certaine ouverture vers le débat sociétal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrice Bureau, de ce changement de concept? Alors ce changement de concept est indispensable. Je dirais qu'aujourd'hui, impliquer la société civile est essentiel. Il faut que chaque individu comprenne qu'il a le pouvoir, qu'il a la possibilité de changer les choses et que rien ne dépend de l'autre, mais de soi-même. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Toujours dans cet esprit d'ouverture du festival de Montier-Rendaire, nous allons faire un crochet par le presbytère de Montier précisément pour rencontrer Emmanuel Gilles. Père Emmanuel Gilles, bonjour. Bonjour. Père Emmanuel Gilles, vous êtes prêtre de la paroisse de Montier-Rendaire et ce dimanche 19 novembre, vous organisez la journée de la création. Exactement, donc dans le cadre du festival et aussi donc avec l'appui du diocèse de Langres, nous organisons cette journée qui va se dérouler sur donc les lieux où se déroule le festival, donc à Ceffonds pour la messe présidée par l'évêque, et ensuite donc un repas partagé dans l'espace Sainte-Thérèse, et puis dans le même espace, donc nous aurons la chance d'avoir comme conférenciers Mao et Johan Herman, qui donc vont nous introduire à la réflexion du pape François face aux défis de l'écologie, mais dans une vision de ce qu'aujourd'hui on qualifie d'écologie intégrale. Et le pape François a cette vision-là, en tout cas, de l'ensemble de l'intégrité de l'homme face aux défis écologique actuel, c'est-à-dire comment nous vivons avec notre environnement, qui est un don de Dieu, la Genèse nous le rappelle, mais comme c'est un don de Dieu, justement, on n'est pas là pour l'utiliser pour assouvir nos propres désirs ou en tout cas jusqu'au même à nos fantasmes consuméristes, on va dire. Alors justement, Père Emmanuel Gilles, avec cette encyclique du pape François, Laudato Si, est-ce que pour beaucoup de catholiques, ce n'est pas quand même un changement de paradigme et cette journée de la création que vous organisez ici à Montier-Rendaire en off, c'est une première? Alors effectivement, c'est une première, puisqu'avant le rapport avec le festival était limité auprès du SAL ou de l'abbatiale. Mais sur la question que vous me posez, je dirais oui et non.
Oui, il y a un changement de C'est paradigme. une réponse de jésuite. Voilà, mais j'ai été trop formé par les jésuites à Lille. Oui, puisque effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de catholiques qui prennent enfin connaissance des défis écologiques que nous devons vivre avec nos concitoyens. Et non, puisque les gens seraient surpris de voir que même il y a des textes anciens, quand je dis anciens, de Paul VI, dès les années 1970, qui favorisent, en tout cas, qui dit que l'homme n'est pas là pour assouvir la nature pour ses propres fins consuméristes ou autres, et qu'il y a un rapport plus juste à avoir. Malheureusement, les avertissements de nos papes n'ont été que rarement entendus, malheureusement, même dans la sphère catholique. Et aujourd'hui, même des Nicolas Hulot ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément catholiques ont accueilli avec beaucoup d'intérêt la dernière encyclique du pape François. Pierre Rabhi a dit dans une interview que j'ai eu l'honneur de faire avec lui, il était temps. Oui, mais il était temps, mais je crois qu'il a oublié que les papes ont parlé. Et souvent, on serait surpris de voir souvent le caractère prophétique de certaines paroles dans les années 60-70. Mais malheureusement, l'Église à ce moment-là était coincée par une crise interne grave et on a oublié ces paroles prophétiques, notamment de Paul VI, voire de Jean-Paul II, sur la question d'éviter d'abîmer la création qui, malheureusement, aujourd'hui demeure un constat pour nous tous. Donc, comment faire ? Alors, précisément, comment faire ? Est-ce que les choses peuvent aller peut-être un peu plus vite avec des catholiques écolos ? Alors, oui, puisque la conférence, c'est catho-écolo. Et donc, la grande question, c'est de savoir qu'il y a certainement, et même sûrement, des liens entre les deux. Et que chaque fois que nous pouvons préserver la paix, la nature, les catholiques doivent monter au créneau, tout simplement. Le petit pêcheur gaspésien suivait son père chaque matin, 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent, qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 46 ans, le paternel comme de raison décida de jeter l'ancre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien roulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morues bien grasses. Que de la brume à l'horizon, on aurait dit qu'il y avait moins de poissons. Partout on niait l'évidence, mais la rumeur courait dans l'anse que l'on aurait surestimé l'abondance. Comme il n'y a plus de morues et que les prises diminuent, les scientifiques ont crié halte là. Il fallut vite imposer des quotas. La morue reviendra bien vite, répétaient les plus optimistes, même si plusieurs allaient droit vers la faillite. Beaucoup de jeunes gens de la place, découragés de partir en masse. Y'a pas de job ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on base une économie, toute sur une même industrie, c'est un peu comme mettre ses œufs dans le même panier. On reste le bec à l'eau quand il est vidé. Le petit pêcheur gaspésien sent monter en lui le chagrin quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec. Plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech.
Le poisson est jamais revenu et son beau bateau Durablement vôtre, Éric Mutchler. que le paysage et ses souvenirs quelque part au large. Régis Fournel, c'est votre 22e festival. Vous êtes à l'origine aussi, avec d'autres bien sûr, à la création de ce festival que vous n'auriez sans doute jamais imaginé il y a 22 ans prendre cette tournure. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous, bénévolement, s'engage à ce point dans l'organisation d'un tel festival? Je me pose encore un peu la question parfois. Je crois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis on est obligé d'assumer le succès. Et pour tout dire, c'est quand même une satisfaction aussi. La réussite est un encouragement. Et puis la volonté principale, je pense, c'est la volonté de développer le territoire, de montrer le territoire et prouver qu'on pouvait faire des événements d'importance, que ce soit culturel ou environnemental, au milieu rural. Qu'il ne fallait pas être passif, que je crois qu'on peut être pas seulement des spectateurs, mais il faut être actif. Et je crois que, notamment dans les problèmes environnementaux, je crois que c'est ce qu'a dit Fabrice Nicolino ce matin. Il va réunir les gens qui le soutiennent devant les petites mairies, pas dans les grandes villes, mais devant les villages, les mairies, etc. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer et il faut s'engager, quoi. Alors, on s'engage aussi auprès de vous, et c'est sans doute une chance, votre épouse, Martine Fournel. On entend bien votre discours, Régis Fournel. Est-ce qu'à un moment donné, notamment à travers l'évolution que cette tournure que prend le festival avec une dimension sociétale, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de monter d'un cran ou de s'engager en politique et de faire les choses, de pouvoir bouger et de pouvoir modifier précisément cet impact sur le territoire? Ou est-ce que ce sont pour vous deux choses bien distinctes? Non, à l'inverse, je crois que notre action entraîne les politiques derrière nous. On a la chance d'avoir un tissu relationnel qui est intéressant avec tous les hommes politiques. Et bon, vous savez que la région nous soutient. Avec la grande région, on avait quelques craintes, mais ça se passe malgré tout très bien. Et pareil, on est passé de la communauté de communes à l'agglo, et on a des bonnes nouvelles du côté de l'agglo, puisqu'on est sur une réflexion pour créer un poste de directeur pour soulager, notamment me soulager un peu tout au long de l'année. Alors, la question, je vais la poser autrement. Est-ce que le festival de photo de Mont-Tirandère, dont vous êtes le président depuis 22 ans, avec quelques petites pauses entre les deux, mais vous êtes un personnage historique de ce festival, Régis Fournel, est-ce que le festival a changé les choses localement ou internationalement, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un impact de ce festival sur la prise en compte des questions environnementales? Là, je pense qu'on peut être peut-être un peu déçu parce que je pense que notamment au niveau de l'environnement propre, l'agriculture n'a pas évolué dans ce sens-là puisque notre patrimoine naturel se dégrade de jour en jour. Les drainages, l'arrachage des haies, etc. continue de se pratiquer régulièrement. Et malheureusement, là on se sent un petit peu impuissant, mais par contre on travaille avec les jeunes et on espère avoir des résultats dans les décennies à venir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pour cette séquence coup de gueule, coup de cœur, eh bien c'est moi qui vais la choisir à ce 22e Festival international de photo animalière et de nature de Mont-Tirandère du 15 au 18 novembre 2018 en donnant la parole à une association qui s'appelle Longitude 181 pour une plongée responsable et partage équitable des richesses de la mer. Patrice Bureau, bonjour. Bonjour. Patrice Bureau, vous êtes le président de Longitude 181. Pourquoi ce titre ? Eh bien, Longitude 181, tout simplement parce que la longitude fait appel à la mer. Les marins utilisent longitude et latitude pour se diriger, se guider, s'orienter. Mais les latitudes tronçonnent le globe par morceaux, alors que les longitudes relient les pôles. Donc il y a cette notion de relier un point à un autre. Et puis 181,
Pourquoi? Pour dépasser les longitudes existantes, puisque si on avait choisi une longitude existante, ça devenait un point à nouveau sur un globe. Donc 181 dépasse cette dimension. C'est la dimension sans frontières de l'océan, sans frontières de la plongée, de l'humanité. Ça veut dire que la longitude 181 n'existe pas. N'existe pas. Ou alors elle est partout. Elle est effectivement partout, surtout. Votre documentation, Patrice Bureau, indique, je disais, pour une plongée responsable et un partage équitable des richesses de la mer. Votre association se préoccupe donc précisément de ce qui se passe sous l'eau et dans la mer. Nos concitoyens commencent à être un peu plus sensibilisés à la disparition des espèces animales et végétales sur la Terre. En revanche, dans la mer, on a plus de mal. Dans la mer, on a plus de mal parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dessous. Nous, on a la fâcheuse tendance d'être plongeurs. Donc on a la chance de voir sous le rideau de la mer et de pouvoir amener aux terriens cette vision-là, ce témoignage-là de ce qui se passe en profondeur. Donc la mer est belle en surface, le soleil se reflète, c'est magnifique. Dessous, ça peut être magnifique comme ça peut être terrible ou désertique. Alors précisément, vous qui êtes un expert, Patrice Bureau, que se passe-t-il aujourd'hui sous la mer? Quel est l'enjeu? Quelle est la situation? Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux peut être magnifique par endroits, avec des choses sublimes, qui donnent confiance et donnent motivation dans la résilience de l'océan. C'est-à-dire que quand vous êtes en plongée dans une aire marine protégée, je prends l'exemple de Porquerolles par exemple, que tout le monde connaît, le parc national marin de Porquerolles. Quand Porquerolles a été créé, il restait 3 mérous. Aujourd'hui, il n'y en a plus de 800 sur la zone. Vous croisez des barracudas, vous avez des raies qui sont revenus, des dauphins qui se fixent. Ça veut dire, Patrice Bureau, que si on se donne la peine de gérer et de protéger, tout va bien. Tout à fait. Il faut prendre simplement la bonne décision au bon moment. Banc de morue à Terre-Neuve, on a pris la décision du moratoire en 92 d'arrêter la pêche. Trop tard. Le seuil d'équilibre était rompu. Aujourd'hui, 2018, les morues ne sont toujours pas revenues. Elles ne reviendront pas. Voilà. Donc quand on prend les bonnes décisions, 82 le moratoire sur l'interdiction de la chasse industrielle à la baleine, aujourd'hui les baleines, on en trouve de partout. Elles acceptent le contact. Nous, on a une étude des cachalots à l'île Maurice où on est au contact avec un clan de cachalots qui nous accepte dans les moments les plus intimes. Ça n'était pas possible dans les années 70. Il n'y en avait plus et ils fuyaient les bateaux pour ceux qui restaient. Ça, c'est évidemment le constat terrible, Patrice Bureau. L'origine de la situation aujourd'hui dans les océans, pour vous, les principaux responsables, pour tenter qu'il faille identifier les responsables, c'est qui? L'homme, tout simplement. Mais plus précisément, je comprends l'homme bien la et toutes réponse. les activités humaines. Quand vous jetez dans les océans 100 millions de tonnes de déchets par an, vous imaginez bien que depuis 50 ans, ça a forcément un retentissement terrible sur l'océan. Il y a 50 ans, on disait, et même avant, les scientifiques eux-mêmes disaient l'océan peut tout absorber, l'océan est absolument sans fin, immense, on peut piocher dedans sans retenue, allez-y avec vos chaluts, il n'y a pas de problème, tout se reconstituera et les pollutions seront absorbées, dispersées par les courants, pas de problème. Aujourd'hui, on sait que c'est absolument faux, qu'on a des déserts océaniques par endroits, donc qu'il faut absolument renverser la vapeur, mais on sait que la vapeur, on peut la renverser par le témoignage que je vous ai donné juste avant, mais il faut le faire maintenant et considérer cet océan comme un bien commun de l'humanité et non plus comme quelque chose où on peut puiser à volonté indéfiniment. Est-ce que Patrice Bureau, vous qui êtes président de l'association Longitude 181, vous travaillez précisément pour... Vous travaillez bénévolement, j'entends bien. Tout à fait, c'est du plongée bénévolat responsable complet. et un partage équitable des richesses de la mer. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une espèce de changement d'échelle? Je m'explique. Vous disiez à l'instant, on a toujours pioché en fait dans ces richesses, pensant qu'elles étaient inépuisables. Et puis un jour, on s'aperçoit que l'homme a une telle capacité de puissance que finalement, il doit presque se préserver lui-même pour se préserver. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que cette prise de conscience émerge? Alors cette prise de conscience émerge, effectivement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit réagir, on parle beaucoup des réseaux sociaux, et aujourd'hui, il y a des gens qui réagissent très violemment à la visualisation, par exemple, du Monde du silence, le film tourné par Louis Malle et Jackie Cousteau, qui a pourtant été primé en son temps par une palme d'or au Festival de Cannes. Et là, les gens aujourd'hui hurlent
en disant Cousteau, c'était horrible, il sacrifiait des récifs, il tuait des requins, il capturait des otaries pour des cirques. Mais je leur dis, mais tant mieux, aujourd'hui vous réagissez. Mais on ne naît pas écologiste, on le devient en constatant les dégâts. Alors justement, et aujourd'hui vous réagissez, c'est fantastique, c'est grâce à ces gens qui, à un moment donné, on réagit, on dit, on a fait des bêtises, et maintenant, il faut les corriger. Et justement, vous-même, Patrice Bureau, vous n'êtes pas né écologiste. Ou en tout cas, vous n'êtes pas né président de Longitude 181. Je ne suis pas né président de Longitude 181. Un jour, j'ai visualisé le film de Rob Stewart, Sharkwater. Je suis sorti de la séance et je me suis dit, maintenant, arrête de penser, agis. Je suis rentré chez Shepherd et un jour, j'ai croisé la route de François Sarano avec lequel j'ai fait une conférence. Et il m'a proposé la présidence et il y a 6 ans, je l'ai pris. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et c'est que du bonheur de travailler pour les océans. Voilà pour ce reportage sur le 22e Festival international de photos animalières et de nature qui se déroulait du 15 au 18 novembre 2018 à Montier-en-Der, en Haute-Marne, avec Régis Fournel, président de l'association organisatrice l'AFPAN l'Or Vert, Stéphane Grunzotto, photographe et documentariste, dont le dernier livre Cachalot, paru en 2006, est à découvrir et commandé sur cachalot au pluriel.fr, Patrice Bureau, président de l'association Longitude 181, et le père Emmanuel Gilles, prêtre de la paroisse de Montier-en-Der. Pour en savoir plus, découvrir le palmarès du 22e Festival international de photos animalières et de nature et pourquoi pas préparer dès à présent votre participation à l'édition de l'année prochaine qui se déroulera du 14 au 17 novembre 2019, rendez-vous sur photo-montier.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'ère du plastique par le groupe Trio paru sur l'album Ce que l'on sème sorti en 2008, La vie secrète des cachalots composé par Gilbert Grilly pour le film éponyme réalisé par Stéphane Grunzotto et produit par Mona Lisa Productions, diffusion prévue sur Arte en 2019, et enfin Histoire de pêche par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur l'album L'Expédition sorti en 2008. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.